Chers amis de la médiathèque de Fréjus, de Villa-Marie, donc Béatrice Ress, bien sûr, pour les gens qui me connaissent, je me présente. Pour les autres, je suis présidente des Amis de langue française et j'anime tous les deuxièmes mardis du mois le pause philo. Donc, la pause philo du mois de novembre est prévue sur ce thème, dans les règles de l'art, de quelle liberté dispose l'artiste d'aujourd'hui, donc bien sûr un thème d'actualité. Le mystère de la conception de l'œuvre est au centre de la notion de création, qui implique aujourd'hui, dans notre mentalité moderne, presque nécessairement une sorte d'absolue liberté. L'artiste se présente et même se conçoit comme le reflet lointain du créateur. Pourtant, rien n'est plus simple à caution que cette liberté de l'artiste, car l'œuvre obéit à des lois dépassant la personne de l'artiste, qui connaît d'inévitables limites liées aux contraintes techniques, sociales, politiques, morales, mais aussi aux nécessités de la matière et aux aléas de son inspiration. L'artiste rencontre des obstacles extérieurs susceptibles de le contraindre et des obstacles intérieurs auxquels il doit faire face. Nous pouvons donc nous poser la question, dans les règles de l'art, quelle liberté pour les artistes aujourd'hui ? De quelle liberté s'agit-il ? On peut distinguer liberté intérieure, liberté extérieure, mais aussi liberté de l'artiste, liberté de créer, voire l'artiste est-il libre de sa création, mais aussi liberté sociale et politique, liberté des autres hommes, ce qui pose la question de la responsabilité de l'artiste. De quelle liberté parle-t-on ? De l'impériale et souveraine liberté de l'artiste au sommet de son art, des modestes libertés individuelles ou de la liberté intérieure qui pose la question de l'agir humain, c'est-à-dire celle du bien et du mal. Les premières limitations auxquelles l'artiste se heurte sont celles de la matière. Le sculpteur choisit son marbre en fonction de son modèle, mais son marbre peut résister au modèle qu'il envisage, comme l'a souligné Aristote. De même, l'écrivain ne peut, sans courir le risque de devenir inintelligible, torturer la syntaxe au-delà de certaines limites. L'œuvre a ses lois. En littérature, le roman, la poésie, le théâtre fixent des lois à l'intérieur desquelles l'artiste crée. S'il est libre de sa création, il n'est cependant pas libre des normes contraignantes à l'intérieur desquelles il crée, que ce soit en s'y soumettant ou en s'y soustrayant, ou en se révoltant, ou encore en tentant d'inventer de nouvelles règles. L'artiste est-il capable de surmonter les lois de la matière pour lui imprimer sa marque propre et lui assigner de nouvelles significations? Le premier obstacle de l'artiste, parfois, c'est lui-même. Une esthétique de la création aurait à expliquer que le génie puisse habiter des personnalités que la psychologie autorise à dire médiocres, en apprenant au spectateur les souffrances d'un Gauguin ivrogne, d'un Schumann mort fou, d'un Rimbaud abandonnant la poésie pour gagner de l'argent, ou d'un Claudel ne comprenant plus rien à son œuvre. Le génie créateur cherche à s'affranchir des normes humaines, en particulier celles qui le soumettent aux lois morales. Mais l'artiste est soumis aux préjugés de son siècle, que parfois il scandalise, comme ceux que la tradition a retenus comme poètes maudits, auxquels parfois il se soumet. Qu'il rompe avec la tradition ou qu'il inaugure une nouvelle ère, il n'en est pas moins un héritier, qu'il refuse l'héritage, qu'il le renouvelle ou qu'il l'assume. L'artiste n'est pas libre de créer n'importe quoi. Quelles que soient les libertés dont il dispose, liberté créatrice liée à ses dons, liberté sociale et culturelle, liberté politique, il est soumis à une loi, celle de l'œuvre à créer. L'écrivain se trouve face à un double dilemme. Libre
comme tout homme tente à l'être, il doit faire usage de sa liberté et laisser son œuvre envahir sa vie et son âme au point de lui aliéner son intégrité. Il lui suffit de regarder dans son propre univers intérieur les tendances réprimées et les monstres cachés. Il peut aussi céder à des exhortations morales et trahir sa vérité singulière, sa conscience artistique. Une autre difficulté que pose la liberté de l'artiste est la querelle entre les intérêts moraux de la communauté et les intérêts esthétiques de l'artiste. En 1938, Gide publie un texte de Louis-Ferdinand Céline à l'occasion de la parution de Bagatelle pour un massacre. Feignant de prendre l'ouvrage de Céline pour un canular, il empile des blagues pathétiques et sans importance, comme l'on espère bien qu'il continuera de faire dans les livres suivants. Pour Gide, Céline est un créateur et à ce titre, il a tous les droits. Il parle des Juifs dans Bagatelle, tout comme il parlait dans Mort à crédit des asticots que sa force créatrice venait à créer, je cite. Mais on ne peut parler de la question juive en suivant complaisamment son humeur et ses ressentiments avec une euphorique truculence. Étymologiquement, créer signifie donner existence, vie ou tirer du néant. C'est aussi faire ou réaliser quelque chose qui n'existait pas encore. Concevoir à partir du néant n'est-il pas la liberté suprême ? L'acte de création implique l'exercice d'une liberté fondamentale, laquelle peut subir certaines restrictions. Pour que le créateur soit considéré comme libre, il doit avoir la possibilité d'exprimer sa création, de l'extérioriser, afin que d'autres puissent en prendre connaissance. L'histoire du XXe siècle enseigne que les tentatives d'opprimer les groupes culturels ne font que provoquer une forte résistance. La liberté culturelle serait en fin de compte la possibilité pour l'individu de vivre et d'être ce qu'il a choisi, la faculté de disposer de son corps, de ses biens, de sa conscience, liberté de penser, d'exercer son culte, d'exprimer sa pensée. Dans l'Esprit des lois, édité à Genève en 1748, le philosophe Montesquieu écrit « Il n'y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations et qui ait frappé les esprits de tant de manières que celui de liberté. » La liberté est l'équilibre à trouver pour la rendre compatible avec des principes de philosophie politique tels que l'égalité et la justice. Ainsi, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ce qui implique la possibilité de faire tout ce qui n'est pas interdit, pas contraire à l'ordre public ou à la morale publique. Il serait faux d'en conclure que l'art, la culture, la littérature ne peuvent s'épanouir que sous un régime démocratique. De grandes œuvres ont été réalisées dans la guerre comme dans la paix, sous des gouvernements démocratiques et respectueux des libertés, comme sous la tyrannie. Bien que les écrivains et les artistes se désintéressent de la politique en général, force est de reconnaître que se pose immédiatement le problème des rapports de l'État avec les hommes de culture. L'écrivain et l'artiste doivent être libres d'avoir les convictions politiques de leur choix ou même de n'en pas avoir du tout. Cependant, aucun État n'a jamais été complètement passif à l'égard des libertés. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen décrète que la libre communication des pensées et des opinions est un droit le plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. À travers une œuvre, le créateur a l'intention de transmettre un message, une opinion. Il exerce alors sa liberté d'expression. La liberté de création se rapproche de la liberté d'expression. Lors de la divulgation de l'œuvre, surgissent les différends qui opposeront la liberté de création d'un auteur aux droits des tiers. En fait, la liberté créatrice est aujourd'hui très relative, après avoir été très encadrée durant plusieurs siècles. Avec la Renaissance, la représentation est passée en peinture sous l'ordre symbolique de la perspective géométrique et du nombre d'or, sous l'autorité de la raison. Les formes et les thèmes obéissaient moins au regard immanent porté sur le monde qu'à la vision transcendante d'un monde surnaturel, fortement formaté par les préceptes de la religion. En outre, la peinture s'apprenait et se pratiquait en atelier, dans des rapports maîtres-apprentis assez proches de ceux qui prévalaient à l'époque dans le monde de l'artisanat. Enfin, l'édifice était placé sous la haute autorité de l'Académie des Beaux-Arts, qui édictait des règles et veillait à leur application, en particulier en acceptant, excluant ou récompensant les artistes à l'occasion du fameux Salon des Beaux-Arts, haut lieu de distinction des œuvres et des artistes fidèles aux règles de l'art en vigueur. Les œuvres sont aussi des faits sociaux qui émanent de l'épaisseur signifiante du monde, en résonance sourde et profonde avec lui. La toile blanche du peintre n'est pas vide, elle est virtuellement pleine de myriades d'images qui orientent, guident et dirigent comme autant de règles souterraines ses gestes, ses joies, ses chagrins, ses postures. Règles qui brident la liberté créatrice et qui la stimulent à la fois. La singularité principale de l'art, qui s'est affirmée avec toujours plus de force en Occident depuis le milieu du XIXe siècle, a trait à son rapport aux règles. À l'inverse des activités productives, où s'impose un strict respect des règles et des protocoles, la création artistique se déploie dans une remise en question permanente et continue des règles. Les impressionnistes ont ébranlé la perspective et la transcendance de l'art. Les cubistes ont déconstruit la figure. Les peintres abstraits ont aboli la représentation. Et Marcel Duchamp a remplacé le savoir-faire manuel séculaire des peintres par la sélection d'objets tout faits. L'aventure de l'art moderne au XXe siècle et de l'art contemporain a consisté à remettre en cause les règles séculaires de l'art, non seulement pour s'en affranchir, mais pour en inventer sans cesse de nouvelles. Que peut être cette liberté dont l'art aurait à témoigner ? Y aurait-il plusieurs sortes de liberté dont l'artiste pourrait être le témoin ? Ou s'agit-il de trouver la liberté dont l'art serait un témoignage privilégié, voire unique ? Dans ce cas, l'art pourrait même occuper une fonction essentielle, irremplaçable comme témoin, non d'une forme de liberté, mais de la liberté tout court. De la liberté, Paul Valéry dit que c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui demandent plus qu'ils ne répondent, de ces mots qui ont fait tous les métiers, mots très bons pour la controverse, la dialectique, l'éloquence. Citation extraite de Fluctuations sur la liberté, 1938.
Liberté et art auraient-ils en commun d'être renvoyés à des valeurs par-delà les sens qu'on peut leur assigner? L'artiste perd son âme quand son œuvre se dégrade en moyen de propagande, d'idées ou d'idéaux. Cela vaut pour toutes les formes d'art dits officiels, mais aussi et autant pour l'art s'affirmant contestataire. Si contester le pouvoir peut être une manifestation de liberté, celle-ci ne doit pas être confondue avec la liberté de l'art. La contestation ne fait pas l'artiste, trop souvent autoproclamé au regard de ce seul critère. Dans la majorité des cas, la responsabilité de l'artiste est apparue aux hommes pris dans les tourmentes de l'histoire. Le plus souvent, l'artiste critique, avec férocité parfois, dénonce, défend et plaide. La littérature a évidemment un rôle privilégié. Ce n'est pas seulement les libertés créatrices que l'écrivain représente, mais aussi les libertés tout court, du moins dans notre histoire occidentale, ce qui peut s'interpréter comme un progressif affranchissement d'un univers religieux vers une civilisation profane, ce qu'on a nommé la sécularisation. Dans cette perspective, l'art a favorisé non pas la liberté en soi, mais les libertés des citoyens et la défense de valeurs comme l'égalité. Qu'on songe à Montesquieu, à Montaigne, à Victor Hugo, à un mot qui se sont engagés dans les causes comme la lutte contre l'esclavage, la force du mot, la peine de mort ou la défense de leurs frères. L'art et l'artiste ont aujourd'hui un statut spécial dans notre société. L'artiste est parfois perçu comme le dernier homme libre, et cela peut s'avérer vrai. Le Platon de la République chassait les poètes de la cité parce qu'ils représentaient un danger, danger pour elle, danger pour les hommes, parce que, imitateurs d'une réalité qui n'était pas véritable, seul le monde intelligible est le monde véritable pour Platon. Ils sont des menteurs. Par ailleurs, l'art a longtemps été un art dit sacré, un art religieux, un art de tradition également. L'art est justement liberté, en tant que libération de notre asservissement à l'utile, aux préjugés de la vie ordinaire. L'apprentissage de la contemplation change notre rapport au monde, nous fait entrer dans des relations aux êtres et aux choses qui nous engagent à devenir sensibles à leur présence et à penser. Ainsi, nous sortons de la violence présente dans notre rapport technique de domination du monde. L'art est signe de la puissance d'une liberté qui transcende toute explication, puisque l'originalité n'est jamais la reproduction de ce qui a été. Marque de la puissance créatrice de l'esprit, il est symbole d'une humanité capable de se construire et de s'élever. Dans ce sens, on peut dire que les libertés dont dispose l'artiste revêtent une importance toujours accrue.